Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on parle d'un sujet qui part aux origines de la ville de Trois-Pistoles, l'école d'immersion française. On vous en parle en deux reportages, soit un point de presse extraordinaire qui a eu lieu à l'hôtel de ville, rassemblant le maire de la ville, M. Philippe Guilbert, le député fédéral Maxime Blanchette-Jonca, ainsi que la directrice de l'école d'immersion, Mme Cathy Azari. Et comme deuxième reportage, on vous présente la soirée de recrutement des familles hôtesses, recrutement et information. Mais tout d'abord, générique. On commence tout de suite l'émission avec le point de presse extraordinaire qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles, rassemblant, comme vient de vous le dire, M. Philippe Guilbert, qui est le maire de la ville, M. Maxime Blanchette-Jonca, qui est le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, député bloquiste, et Mme Cathy Azari, qui est la directrice de l'école d'immersion française de Trois-Pistoles. Les trois nous expliquent un enjeu crucial pour la continuité, la pérennité de l'école d'immersion française. Bien entendu, on va parler de financement. Bon visionnement. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Merci d'avoir répondu à l'invitation aussi rapidement. C'est pas nécessairement dans la bonne pratique des choses, mais c'est pour une cause importante à Trois-Pistoles. Aujourd'hui, on va vous parler d'une situation qui semble inquiétante en ce moment pour l'école d'immersion française de Trois-Pistoles. C'est pour ça qu'on vous a invité ici à Trois-Pistoles. C'est une institution qui est très importante pour notre communauté. En fait, l'école, comme vous le savez, c'est une école d'immersion. On y apprend le français, pas juste de façon théorique dans une classe, mais ça permet à des centaines d'étudiants à chaque année de vivre une expérience d'immersion en français. Pour les étudiants, il s'agit d'une méthode d'apprentissage particulièrement efficace, évidemment. C'est aussi une expérience très riche de vivre dans notre belle région et notre belle communauté à Trois-Pistoles. Mais pour la communauté, c'est une période où la ville devient énergisante, où les nouvelles rencontres se multiplient, la vie sociale devient bouillonnante. Normalement, chaque printemps, on peut sentir la fébrilité dans la population quand la première cohorte d'étudiants est sur le point d'arriver. Et simplement par leur présence dans la ville, les étudiants amènent beaucoup d'énergie, de dynamisme. Des liens se créent pendant la présence et perdurent dans le temps aussi. Des amitiés se forment, des souvenirs restent dans les mémoires. On peut sentir les retombées sociales de l'école, évidemment. Mais il y a aussi des retombées économiques apportées à Trois-Pistoles grâce à l'école qui sont aussi très significatives. Ces retombées se chiffrent en millions à chaque année. Évidemment, les commerces bénéficient d'un plus grand achalandage. Il y a aussi des dizaines d'emplois l'été qui sont occupés par des gens d'ici. Bien souvent, des jeunes étudiants qui reviennent l'été et pour qui un poste à l'école représente beaucoup. C'est aussi des étudiants de l'école qui participent au programme Langue et Travail
et qui, en plus d'apprendre le français, contribue aux activités commerciales à Trois-Pistoles. Il y a aussi les familles hôtesses qui reçoivent une compensation pour les repas et l'hébergement des étudiants. Depuis maintenant plus de 90 ans d'existence, l'École d'immersion française a formé plus de 30 000 étudiants, de partout au Canada et même de partout dans le monde. Parmi ces étudiants, on peut compter de grands intellectuels, des diplomates, des hauts fonctionnaires et même des ministres. De plus en plus, l'École accueille des étudiants dont les parents, même les grands-parents, ont fréquenté l'École par le passé. Il y a même des étudiants qui reviennent une autre année pour se perfectionner encore plus ou même y travailler. La directrice, Mme Masseri, est un bel exemple de ça, qui a été une étudiante, professeure, puis maintenant directrice du programme. Donc, je pense que c'est ce qui rentre dans la définition d'une école qui a une bonne réputation, en plus d'être une source de rayonnement pour la ville, évidemment. Mais comme vous le savez, les années de pandémie ont fait mal à bien des institutions. Même la plus vieille école d'immersion au Canada et même en Amérique du Nord a eu son lot de défis. Cette école est issue d'un partenariat entre Trois-Pistoles et l'Université Western à London, en Ontario, qui dure depuis maintenant plus de 90 ans. L'année dernière a été difficile pour le recrutement des familles, plus difficile que ce que nous étions préparés. Nous sommes évidemment posé des questions, les familles ont été interrogées et le constat est clair. Les compensations sont insuffisantes. La hausse drastique du coût de la vie, entre autres, a été un élément dissuasif pour bien des familles, parce que même si c'est une belle expérience de recevoir des étudiants, je ne suis pas sûr qu'il y a bien des familles qui le feraient à leurs frais. Je laisserai Mme Masseri vous expliquer les détails plus techniques des bourses et des compensations, mais ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le recrutement des familles, plus directement, c'est que les compensations ne sont plus suffisantes à ce jour. Comprenant que le financement pour des compensations provient en grande partie du programme de bourse Explore, qui est de juridiction fédérale, les actions politiques devaient être entreprises. C'est dans ce contexte que j'ai appelé notre député fédéral pour avoir un appui. Puis il s'est tout de suite emparé du dossier, voyant toute l'importance de celui-ci pour la région et le symbole qu'il représente. Donc depuis quelques mois maintenant, notre démarche a cours pour sensibiliser le gouvernement fédéral au besoin d'augmenter la contribution financière au programme. Je vais laisser M. Blanchet-Jonca vous expliquer la démarche, mais avant, j'aimerais souligner aussi l'appui de nombreux collègues élus municipaux de la région qui ont soutenu cette démarche en appuyant la résolution qui a été adoptée par la ville de Trois-Pistoles il y a quelques mois. Évidemment, la MRC a appuyé la résolution, quelques municipalités aussi dans la MRC. La ville de La Pocatière, qui a aussi un programme d'immersion, nous a appuyé dans cette démarche-là. Puis il y a la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent aussi qui a appuyé ça. Entre autres, il a été aucunement difficile de convaincre mes collègues élus d'appuyer justement cette démarche-là, de comprendre l'importance de l'école. Il y en a qui connaissent bien la réputation de l'école, il y en a même qui ont travaillé par le passé, donc la réputation n'est plus à faire de l'école, puis je pense qu'elle a montré l'importance qu'elle a pour la région, pas juste pour Trois-Pistoles. Écoutez, aujourd'hui, on vous a convoqué pour une situation qui est importante. C'est la question de la survie et la pérennité de la plus vieille école d'immersion française en Amérique du Nord. Et cette école, on la retrouve ici même à Trois-Pistoles, et c'est un joyau qui est bien connu dans la MRC des Basses, dans l'ensemble de la région. Alors, c'est un front commun, c'est un cri d'alarme. Et vous devez savoir que pas plus tard que la semaine dernière, donc l'école française du Cégep de Trois-Pistoles a cessé ses activités de Rivière-du-Loup, pardon, je ne veux pas être un prophète de malheur, a cessé ses activités de manière définitive. Alors aujourd'hui, on est réunis parce que c'est un dossier sur lequel on travaille activement depuis maintenant plusieurs mois et vous le retrouverez dans l'ensemble des détails qui accompagnent bien sûr le communiqué de presse aujourd'hui, les différentes démarches qu'on a pu faire au cours des derniers mois. Alors, lors de mon passage cet été, Mme Masseri était présent, M. le maire également, M. Guilbert, et puis on avait déjà eu les premières discussions sur la nécessité de revoir le financement du programme Explore. Le financement du programme Explore, il faut comprendre que, ça s'est initié de la part du gouvernement fédéral à travers le plan d'action sur la loi des langues officielles.
donc plus précisément sur les langues officielles, et c'est pour une période de 5 ans. Le dernier plan a été déposé en 2018 et est valide jusqu'au 31 mars 2023 précisément. Donc, présentement, le gouvernement fédéral a déjà entamé des consultations et devrait déposer son plan final d'ici la fin du mois de mars. Et éventuellement, ce qu'on demande, objectivement et bien sûr précisément, c'est d'avoir une bonification des sommes du programme Explore parce que, comme a été évoqué de la part de M. le maire et Mme Azari, sera bien sûr en mesure de pouvoir détailler plus précisément la situation, c'est que le soutien financier qui est accordé aux familles, donc aux familles d'accueil qui hébergent les étudiants, qui même nourrissent les étudiants, et voire même donc tout le soutien financier qui est accordé à l'école d'immersion française de Trois-Pistoles n'est plus suffisant pour éventuellement pouvoir poursuivre ces opérations. Donc, la première intervention de ma part a été faite dès le mois d'octobre. On a pu, bien sûr, rassembler les données du dossier et écrire une lettre officielle à la ministre, Mme Ginette Petitpas-Taylor, qui est la ministre des langues officielles. Mme Petitpas-Taylor, j'ai eu également l'occasion de discuter de ce dossier avec elle lors de ma remise de la lettre en main propre sur le parquet de la Chambre des communes en octobre dernier. Elle m'a bien sûr assuré de sa collaboration, mais également, elle nous a écrit une lettre officielle. Une lettre officielle, cependant, qui m'a, pour ma part, laissé sur ma faim. Elle a mentionné précisément qu'elle considérait nos demandes de bonification du soutien financier du programme Explore et que, ensuite, elle pourra mettre ça à travers son plan d'action. Vous savez, la considération, ce ne sont pas des engagements. On peut considérer des choses en partie, partiellement. Alors aujourd'hui, il y a urgence d'agir. Urgence d'agir pour le maintien de ce joyau qui est l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Et pour ça, ça prend un soutien financier qui est significatif et qui est supplémentaire. Alors, le gouvernement fédéral, présentement, a l'opportunité de donner réellement un coup de barre dans la bonne direction, s'assurer de la préservation de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles ici. Et je vous dirais que c'est inquiétant. Je l'ai dit d'entrée de jeu avec ce qu'on a connu la semaine dernière et on ne peut pas parler pour les autres et je ne souhaite pas le faire, mais on sait que l'école de Trois-Pistoles, ce n'est pas la seule école qui est dans cette situation-là, considérant le contexte financier. Oui, il y a l'inflation, mais il faut comprendre que les bonifications des sommes pour les opérations, autant pour les familles d'accueil, mais également pour les opérations complètes de l'école d'immersion française ici à Trois-Pistoles ou encore différentes écoles à travers le Québec et même le Canada, c'est déjà des enjeux sur lesquels font face ces différentes institutions. J'invite également formellement la ministre Petitpas-Taylor, bien sûr, à agir pour la survie de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles et également, je l'invite même à venir constater l'importance de cette institution dans notre région. Je le répète, l'École d'immersion française de Trois-Pistoles est la plus ancienne école en Amérique du Nord, donc pour l'apprentissage du français. Et c'est important, à mon avis, à titre de député, de bien sûr s'assurer qu'on puisse poursuivre les opérations de l'école. Et pour ça, il n'existe pas différentes solutions. Il en existe une, c'est une bonification des sommes. Alors, évidemment, on souhaite réellement un engagement de la part du gouvernement fédéral. Et je fais le parallèle avec la situation actuelle. Il faut comprendre qu'il y a un momentum. Le gouvernement fédéral, donc le gouvernement actuel, se dit être le premier à reconnaître le déclin du français au Canada. Alors, présentement, on a une école, on a une institution qui fait l'apprentissage d'une langue seconde, une des deux langues officielles du Canada, qui est le français. Alors, à mon avis, c'est tout simplement conséquent et cohérent que le gouvernement fédéral s'engage adéquatement et bien sûr de façon substantielle à investir davantage dans un programme qui est autant névralgique dans l'apprentissage d'une langue seconde, dont le français, qui est le programme Explore, dont bénéficie bien sûr l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Alors, je vous dirais que ça fait le tour de mon côté. On reste optimiste, mais aujourd'hui, le front commun était nécessaire de passer le message, oui, aux médias, mais également à l'ensemble de la population. Et particulièrement, avec ce qu'on a connu la semaine dernière, on ne souhaite évidemment pas la fermeture ou encore une possible pause des activités de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Alors, on réitère notre engagement
nous avons besoin d'un soutien financier supplémentaire et significatif pour assurer la pérennité de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Et je vais céder la parole à la directrice de cette école, Mme Azari, qui sera en mesure de vous donner un peu plus de détails sur la situation. Merci. Je suis vraiment très contente d'être là aussi pour pouvoir parler de la situation de l'école, pas uniquement en tant que directrice, c'est mon rôle en ce moment et c'est pour cette raison et par le biais de rôle que je suis là, mais également parce que je pense que en tant qu'ancienne participante, j'ai peut-être dans une situation unique pour parler. On parle de l'ancienneté de l'école, de la réputation de l'école, des renommées de l'école, mais moi je le vis. Pas uniquement à titre personnel, mais parce que dans le cours de ma fonction, je rencontre des étudiants, de futurs étudiants, d'anciens étudiants, des nouvelles participants, qui sont des nouvelles générations de familles qui ont déjà passé à Trois-Pistoles. Alors, je pense que parfois, pas que ce soit pas pour diminuer le nombre de centaines d'étudiants qu'on accueille chaque année et à fil d'année, mais également pour garder à l'esprit que c'est qu'on accomplit à l'école en faisant vivre une expérience d'immersion à ces étudiants, ce n'est pas uniquement leur expérience non plus. Ce sont de futurs enseignants. M. le maire a mentionné qu'on a des gens qui ont étudié, qui ont passé à travers l'école dans toutes sortes de domaines. L'impact est énorme, pas uniquement pour les participants, mais également pour les gens avec qui ils viennent en contact au futur. Pour en revenir à la situation actuelle, bien évidemment, il y a des choses, on a vécu des années difficiles, notamment avec la pandémie, mais ce n'est pas uniquement la pandémie qui est en cause des difficultés qui sont connues, parce que la situation qu'on vit avec la majorité des étudiants qui sont avec nous pour les 2 sessions de 5 semaines sont des étudiants qui bénéficient des programmes d'Explore, comme on l'avait mentionné, qui est appuyé par le gouvernement fédéral pour permettre de continuer le projet de bilinguisme au Canada. Et ce qui arrive, c'est que avec l'augmentation des frais de vie, on est dans une situation très, très difficile. Les difficultés qu'on a pour recruter les familles, notamment, on peut pas, c'est pas du tout de mon intention de critiquer les citoyens, de questionner l'engagement. Au contraire de ça, je pense que nos familles font toujours de leur meilleur. Ils nous appuient. On a une relation très collaborative, mais quand je leur parle, quand on leur pose des questions, je pense effectivement, on n'exagère pas quand on dit avec les montants de compensation qu'on peut leur offrir avec les bourses actuelles, nous sommes carrément en train de demander aux familles de payer de leur poche pour participer au programme, ce qui n'est pas acceptable. Et en même temps, les compensations pour les familles, qui est l'hébergement et les repas, ça représente un de nos frais. Avec l'augmentation des coûts de vie pour nous, c'est pour l'école, il y a également des activités, il y a également les frais de transport quand les gens se déplacent pour les activités, la pénurie de main-d'œuvre et les frais qui étaient liés à la pandémie, mais qui continuent, qui résonnent. Et on ne peut pas revenir, on parle souvent de revenir à un normal. Le normal, c'est quelque chose qui n'existe plus. Alors, il y a des mesures qu'on doit prendre par précaution qui continuent. Et tout ça, ça exacerbe la situation dans laquelle on se trouve en ce moment parce que, comme je l'avais dit, je parle de nos familles qui sont avec nous pendant des années et des années. Également, ce qui est le meilleur, c'est joindre au réseau. Ce qu'ils nous revendiquent ou ce qu'ils posent comme question, mais qu'est-ce qu'on va faire de compensation, c'est tout à fait légitime. Mais nous, on se trouve un peu au milieu c'est un peu la réalité des gérer en administration, de gérer des budgets, dire, mais nous faisons face à une augmentation de tous les frais. Et les bourses restent pareilles. La dernière augmentation pour le montant de bourse, c'était en 2018. C'est effectivement vrai qu'il y en avait. On n'a pas commencé à discuter de ça, bien évidemment. Maintenant, on a commencé à discuter de ça il y a longtemps, avant la pandémie, pendant la pandémie, pour des mesures d'urgence. Je reconnais également tout à fait il y a des étapes pour essayer de collaborer avec les écoles. Mais en situation d'aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que
on ne peut pas vraiment s'attendre à une augmentation des montants de bourse qui est assez significative pour nous permettre, pour nous assurer une pérennité à long terme. Alors, on parlait un peu des côtés techniques. On se concentre beaucoup sur les compensations pour la famille parce que je pense que c'est probablement un des éléments qui est les plus avec lesquels on peut plus facilement s'identifier, parce qu'on n'a que passer à l'épicerie pour savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'augmentation des frais. Et la même chose pour tous les autres aspects. Mais il y a une augmentation, on a fait un peu, c'est pas pour nous embrouiller avec les chiffres, on a fait des études de dossier en détail, dit c'est quoi ça? On dirait à peu près, pour assurer une pérennité, c'est à peu près 70% d'augmentation de bourse qu'on reçoit. C'est qu'on est en train de regarder en ce moment, on nous avait dit qu'il y a une possibilité, pas garantie encore, c'est en négociation, d'avoir quelque chose qui représente 20%. 20% d'augmentation, ça couvre pas même les frais aujourd'hui. Et quand les augmentations sont faites, les montants restent fixes pour la durée des prochains protocoles. Et ce qui est une situation très, très inquiétante si au départ, les montants ne sont pas suffisants pour le montant d'aujourd'hui parce que je pense pas qu'on peut se permettre d'imaginer que les frais de vie vont rester pareils dans les prochaines 2, 3, 4, 5 ans. Alors, si vraiment on lance l'appel un peu en urgence, c'est-à-dire c'est vraiment le moment de penser autrement parce que il y a aussi on peut vous donner une augmentation à peu près de 20%, mais en réduisant le quota de nombre d'étudiants qu'on reçoit par établissement. Alors, le montant d'enveloppe en tant que tel qui est dédié au programme Explore ne change pas. Alors, ce qu'on nous propose, c'est une manipulation à l'intérieur. Très problématique parce qu'on dépend non seulement des montants de bourses par tête d'étudiants qui sont accueillis, qui permet des compensations aux familles et d'autres déboursements qu'on fait, mais on dépend également du volume d'étudiants qui vient pour nous permettre d'arriver à un niveau de seuil qui permet une continuité, qui nous permet de débourser nos frais. Alors, tout ça dit, la situation est inquiétante. Je dis personnellement, ça me tient à cœur. Je sais également l'Université Western, quand on en parle, c'est une fierté, c'est une fière collaboration qu'on a avec à Trois-Pistoles, mais nous sommes dans une situation urgente. Et c'est important pour nous de pouvoir vraiment avoir une augmentation qui est significative, qui est garantie, qui est pour plusieurs années, parce que ce qui arrive souvent aussi, on nous dit, OK, mais il faut attendre, voir s'il y a des surplus. Après, on verra si on pourrait débourser certains frais, certains projets en particulier à la fin de l'année fiscale. La fin de l'année fiscale, quand on nous dit mois d'avril, pour préparer certaines choses, et c'est souvent des petits montants, qui sont quand même importants. Je mets pas ça en question, mais je dis, ce n'est pas quelque chose qui permet à planifier. C'est pas quelque chose qui nous permet de dire, voici ce qu'on met en plan stratégique pour le programme d'école pour les prochains 3 ans, pour les prochains 2 ans. Si on doit attendre le mois d'avril pour planifier le mois de mai, on est mal parti de bord. Et ça, c'est quelque chose qui se résonne à tous les niveaux. Quand on recrute les familles, ils ont envie de savoir quelles sont les compensations. Nous, on devait savoir, on doit pouvoir recruter les familles qui vont rester avec nous, qui ont envie d'avoir, revivre cette expérience. La stabilité est importante. Alors, pour résumer vraiment, une augmentation significative en prenant en compte l'indexation des frais de vie pour plusieurs années, qui permet vraiment à planifier à long terme, et également de reconnaître que les frais de vie impactent également l'école. Souvent, ce qui arrive, c'est les frais de vie, on le reconnaît tout à fait, le programme officiel, il reconnaît qu'il y a une augmentation de frais de vie, mais souvent, on le considère dans qu'est-ce que ça donne comme impact pour le participant. Et la réalité que nous devons auquel nous devons faire face en tant qu'école, c'est un peu mis à côté, malheureusement. Merci Cathy. J'aimerais aussi ajouter un élément qu'on n'a pas souligné depuis le début. En fait, c'est que il y a plusieurs institutions qui ont été approchées dans cette démarche-là aussi, qui appuient en quelque sorte la démarche qu'on fait, qui sont dans la même situation ou très similaires. Et évidemment, là, on ne les nommera pas aujourd'hui parce que, ils sont dans des situations particulières propres à chacune d'elles, puis ils ne sont pas tous en mesure
démontrer publiquement leur appui à cette démarche-là, mais on sait qu'en tout cas qu'il y a plusieurs institutions similaires d'enseignement de langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais, en tout cas, qui ont des difficultés par rapport à leurs activités et leurs opérations. Donc, c'est un autre élément, je pense, qui met du poids dans la balance à ce niveau-là. Vous parlez d'un cri d'alarme, vous parlez d'un certain optimisme, mais est-ce qu'on a une date butoir pour, si on veut préparer la prochaine année, par exemple, pour pas qu'on soit obligé de prendre une pause? C'est quoi la date butoir? Puis ça va prendre une annonce rapidement, j'imagine? Oui, en fait, on a plusieurs dates et j'explique parce que nous avons des cibles sur les points différents. Est-ce qu'on a le nombre, est-ce qu'on atteint le niveau seuil au niveau de nombre de familles? Il y a la session d'information pour les familles. On travaille déjà là-dessus sur le recrutement de familles depuis l'automne également. Il y aura une session ce soir et on a une date cible, une date butoir dans 10 jours pour les familles. Également, il y a des dates butoirs. Est-ce qu'on a le nombre d'étudiants qui nous permettront? Ça s'en vient également en février parce qu'il y a les tirages de bourses qui viennent en février. Également c'est aussi notre enjeu qui est notre cible à atteindre, c'est au nombre de recrutements au niveau de personnel parce qu'on connaît également la pénurie de main-d'œuvre qui représente un enjeu important. Je vais y aller en complémentaire. Merci beaucoup, Mme Azari. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le plan d'action des langues officielles, c'est un plan d'une durée de 5 ans. Donc, il a été déposé en 2018 et termine en 2023. Termine précisément le 31 mars 2023. Donc, j'ai bien sûr mentionné un peu plus tôt également qu'on s'attend du gouvernement fédéral. Notre demande aujourd'hui, c'est un engagement officiel. Donc, qu'on rassure présentement les directions d'école, qu'on rassure les familles d'accueil, parce qu'il faut comprendre, et je me permets de renchérir là-dessus, c'est que c'est une immersion authentique de faire de l'apprentissage de la langue seconde, donc le français, à travers une famille d'accueil qui est 100% francophone. Et ça, bien, évidemment, si on veut le conserver, ça prend le soutien adéquat financier, évidemment, pour répondre à l'augmentation du coût de la vie. Et bien sûr, ça prend la bonification du programme Explore. Alors moi, du côté politique, ce qu'on s'attend, évidemment, le plan d'action qui représente le programme Explore devrait être déposé d'ici la fin mars. Ce que Mme Azari nous dit, cependant, c'est que c'est difficile de planifier. Et là, encore là, je me permets de rajouter, c'est que, évidemment, il faut avoir une augmentation significative parce que si on augmente finalement à des sommes qui ne sont pas suffisantes, on va arriver les années subséquentes et là, on va nous donner des fonds de tiroir à chaque année. Il va falloir que les écoles fassent des acrobaties pour tenter de poursuivre leurs opérations et c'est pas ça qu'on veut. Et moi, je peux vous dire une chose que je vous partage avec fierté. Je suis venu ici cet été pour souligner le 90e anniversaire de l'école. Et j'ai vu des familles qui étaient très fières, des familles qui nous ont partagé leur aventure et leurs histoires, leurs magnifiques histoires qu'ils ont pu avoir avec les étudiants qui ont fréquenté l'école au cours des dernières années. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Il y a des familles qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est vraiment... je dirais, un conte de fées, là, pratiquement, pour les étudiants de venir à Trois-Pistoles. Le mot se parle. Et moi, je peux vous dire, même, j'en entends parler à travers tout le Canada de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Je le répète, c'est un bijou, c'est un joyau qu'on doit protéger. Ça nous permet de faire rayonner, oui, la MRC des Basses, la région du Bas-Saint-Laurent en entier. Et il ne faut pas perdre ça. C'est vraiment l'emphase que je veux vous dire, mais vous dire également qu'il y a toute une communauté qui est soudée à travers les différentes familles d'accueil, et ils sont là, ils sont engagés. Je me rappelle, je crois, de la famille d'Amour qui était là, oui. Avec 50 ans, imaginez qu'ils sont là, année après année, à chaque été, pour accueillir fièrement les étudiants, leur faire découvrir notre coin de pays, mais aussi leur permettre d'apprendre notre magnifique langue qui est le français. Alors, je crois que je ne peux réitérer encore mon engagement ferme d'avoir un soutien financier qui est adéquat et ne pas arriver encore là avec une mauvaise surprise dans les années qui seront à venir, parce que Mme Azari l'a mentionné, c'est déjà quelque chose qu'ils font. Avec la pandémie, il y a eu une bonification des sommes, et c'est ce que la ministre nous répond. Vous le retrouverez dans la réponse de la ministre suite à ma lettre officielle, mais ce n'était pas suffisant. Et encore là, c'est une augmentation temporaire. On ne peut pas commencer à pouvoir planifier puis sécuriser les familles d'accueil et les opérations avec des augmentations temporaires. Alors, c'est pour ça que c'est important, c'est crucial que le prochain plan d'action
des langues officielles et dont découle le programme Explore ait un financement qui est significatif. Madame Mazzari, c'est quoi le budget actuel, le budget que vous avez besoin? C'est une augmentation de 70%. C'est ce qui a l'air significatif, mais gardons toujours en l'esprit qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 5 ans. Ça représente... J'essaie de voir qu'est-ce que ça représente en chiffres exacts. Les bourses actuellement, c'est à 2800. Ça prendra 2800 par étudiant qui s'est présent. Alors, c'est une autre histoire parce que nous, on doit appuyer. Les bourses sont toujours reçues en fonction des étudiants qui complètent le programme. Alors, même si nous, on a un certain quota, etc., ça, c'est un autre élément qui est inconnu. Et ce qui arrive, c'est que c'est des étudiants qui ne peuvent pas se présenter. Les compensations qu'on reçoit de programme souffrent. Mais c'est un détail technique. Pour répondre à votre question, ça prendra environ 4500 par étudiant pour nous permettre... Et ensuite, vous avez combien d'étudiants comme maintenant, comparativement à avant? C'est quoi la diminution en termes d'étudiants? En termes d'étudiants, il y avait l'année dernière, on a eu environ 100 étudiants, alors que dans une année je suis coupable comme tout le monde. Dans une année normale, il y en avait plus de 500. Alors, il y avait plus de 500, tout à fait. C'est ça. C'est une diminution très significative, mais je tiens aussi à préciser, c'était également, on avait mis en place des mesures sanitaires. Alors, il y avait une diminution à quoi on s'attendait, mais c'est la mauvaise surprise qu'on a eue, c'est que ce qu'on avait planifié, même avec des mesures sanitaires, on était super strict là-dessus pour protéger les familles, bien évidemment, mais les nombres d'étudiants, les compensations ne nous ont pas permis de compenser les familles d'une manière pour assurer même le nombre d'étudiants limité auxquels on voulait accueillir. Alors, l'année dernière, on était dans une situation où on devait envoyer des étudiants à d'autres écoles d'immersion, pas à la dernière minute, parce que quand on avait parlé aux familles, il y en avait qui n'étaient pas en mesure d'assurer des repas, etc. Et combien qu'une famille reçoit actuellement pour un étudiant pour l'été? Pour une session de 5 semaines, parce que souvent c'est un engagement pour 5 semaines, les montants étaient 1200. L'université s'est engagée à offrir une augmentation de 25%. Alors, ça sera juste un petit peu de 1500, mais c'est vraiment à nos risques, parce que les compensations qu'on reçoit de programmes de bourse ne nous permettent pas de le faire. Et quand je dis c'est à nos risques, c'est pas uniquement l'université, parce que quand on est en collaboration, on a sollicité vraiment nos partenaires, y compris la ville de Trois-Pistoles, pour nous donner un peu plus d'appui financier, pour nous permettre justement de faire un engagement concret. Les familles nous disent que ce n'est pas suffisant. Cela dit, ça nous permet d'aller une étape d'avance, mais c'est vraiment... Quand je dis, on attend des réponses, mais on ne peut pas retarder leur planification. Alors, c'est un engagement qu'on a pris en espérant qu'une augmentation des bourses nous permettra non seulement de concrétiser vraiment à long terme, mais de l'augmenter davantage. Combien il faudrait donner pour 5 semaines à une famille d'accueil pour une parisienne? Pardon? Combien faudrait-il donner pour 5 semaines pour une famille d'accueil? Je dirais probablement, la raison pour laquelle j'hésite, c'est que parce que nous avons des familles qui offrent uniquement l'hébergement et des familles qui offrent certains repas et pas d'autres. Mais pour les deux complets, moi, je dirais ça prendrait probablement environ 2000 $. 2000 $ pour 5 semaines. Ben. Avec une chambre, la laiterie, les serviettes et la nourriture. C'est ça. Pour un adulte, ouais. Est-ce que vous avez voulu faire appel à des personnalités qui ont déjà fréquenté, qui sont en poste un peu partout au Canada? Je sais qu'il y avait une comédienne qui avait joué dans La série perdue, qui disait qu'elle avait appris le français ici à Trois-Pistoles. Est-ce que vous avez prévu faire appel à ces gens-là, faire une vidéo, quelque chose de promotionnel pour soutenir votre demande? Oui, en fait, effectivement, c'est qu'on on invite, on le fait depuis, plus activement depuis quelques années, on partage justement pour solliciter des témoignages en vidéo, etc. Parfois également de ce qui est soumis aussi de façon spontanée. Mais la réponse courte est oui, et on va continuer à le faire.
Madame Assari, on s'est parlé, c'est une drôle de coïncidence, on s'est parlé avant l'annonce de la conférence de presse, puis vous m'aviez dit, bon, on recherche des familles d'accueil, mais pour l'instant, ce n'est pas notre but de cesser les activités. À court terme, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de crainte à avoir. J'ai l'impression qu'en l'espace de 24 heures, je reçois un message qui est un petit peu différent. On tire un petit peu plus sur la sonnette d'alarme, mais à court terme, est-ce qu'on doit s'inquiéter à 3 pistoles? Est-ce que c'est inquiétant pour la prochaine cohorte de 2023? Alors, permettez-moi peut-être, tout à fait. Alors, je vais clarifier pour dire pourquoi, parce que en réalité, c'est que j'essaie de faire, l'engagement de la part de l'université est long. Et c'est ça que j'essaie de dire. Il n'y a pas une intention de la part de l'université de dire on va fermer l'école. Il n'y a pas une intention de dire c'est bien. Absolument et à 100%. Et c'est de ça que j'ai parlé. Je dis, mais il n'y a pas quelque chose d'inquiétant par rapport à la volonté. Après, la réalité concrète des financements et ce qu'on peut faire avec toutes les bonnes intentions au monde, c'est autre chose. Et c'est là où on a, je dirais, il y a peut-être un peu plus d'alarme à ce niveau-là. Et pour répondre à votre question, tantôt on posait la question, on dit, est-ce que vous avez des dates butoirs? Moi, ce que je dis, je reste optimiste. Nous avons un plan stratégique, nous avons des dates butoirs par rapport à cible à atteindre. On a la session pour les familles ce soir. Je reste optimiste que tout ce qu'on fait pour avoir ce qu'il nous fait pour continuer dans notre location pour 2023 pourrait continuer. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques parce que si on n'a pas assez de familles et on peut pas, ou on n'a pas assez d'étudiants, ou on a assez d'étudiants mais pas assez de familles pour aller. Effectivement, il y a des risques parce que on ne peut pas être en mesure d'avoir un programme, tout un personnel sur place pour un nombre d'étudiants qui ne nous permet pas d'atteindre un niveau seuil financièrement. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On est rendu à la moitié de notre émission. J'espère que vous avez apprécié la première partie. On prend une pause publicitaire et au retour, on s'en va voir la soirée de recrutement des familles hôtesses de l'École d'immersion française. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. On est maintenant de retour. On va aller écouter la soirée d'information et de recrutement des familles hôtesses de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Les familles hôtesses, vous savez, c'est un enjeu crucial pour la pérennité de l'École d'immersion française. Beaucoup d'étudiants venant du reste du Canada pour apprendre le français tiennent à venir à Trois-Pistoles, particulièrement parce qu'il y a une immersion dans les familles pistoloises. Je laisse Mme Patricia Russell, qui est coordonnatrice pour les familles hôtesses, et Mme Cathy Azari, qui est la directrice de l'École d'immersion, nous parler de cet enjeu crucial. Souvent, à la fin des sessions, quand les étudiants remplissent leur évaluation, ce qui ressort, ce qu'on lit, relit et relit encore, c'est combien que les étudiants apprécient leur famille hôtesse. Comment ils ont apprécié discuter avec eux, prendre le temps de déjeuner ou de vivre avec eux. J'en ai qui me disaient, moi, c'est les fraises sur la table le matin
que j'appréciais beaucoup. Hein, M. Bérubé? Chaque famille apporte un petit quoi à ces étudiants-là qui arrivent ici. Et c'est souvent un début d'histoire qui dure pendant des années par la suite. Ce soir, on avait une réunion pour le recrutement des familles hôtesses, parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Et puis, cette année, on s'est dit, on va se prendre d'avance, puis on va prendre le temps de bien faire de la publicité, puis aller chercher le plus de monde possible parce qu'on en a besoin. Et, pour nous, les familles hôtesses, c'est très précieux. C'est notre art à nous. Alors, la réunion de ce soir, c'était pour recruter les familles et aussi nos anciennes familles qui sont avec nous depuis plusieurs années, de les garder au courant pour créer un lien avec eux, une continuité dans le temps. C'est pas juste on est avec vous pendant l'été, puis après ça, bon, on vous reparle plus, on vous revoit plus. Alors, c'est vraiment pour créer un lien avec les familles, puis pour éventuellement créer un groupe plus soutenu, plus serré, qui est le réseau des familles hôtesses. C'est une aventure. Oui, c'est exigeant. Oui, ça demande, c'est du temps. Mais c'est une expérience personnelle à vivre avec d'autres personnes. Pourquoi ils choisissent Trois-Pistoles? À cause de vous. Parce qu'ici, il n'y a pas de résidence. C'est seulement des familles hôtesses. L'an passé, on a dû refuser certains étudiants par un manque de familles hôtesses. Et puis, il y en a qui disaient, « Non, moi, je ne veux pas aller là. Je veux aller à Trois-Pistoles. Je veux être dans une famille hôtesse. J'ai pas le choix, là. Ma mère est allée à Trois-Pistoles, ma grand-mère, moi, il faut que j'y aille, là, je peux pas, là. Puis même que la mère, elle a appelé, puis ça se peut pas. Mon enfant doit aller à Trois-Pistoles, vivre l'expérience famille hôtesse. Le rôle des familles hôtesses, c'est de leur faire connaître à leurs étudiants qui accueillent notre langue, notre culture, notre région. C'est ce que les étudiants préfèrent. À la fin, à chaque fois des sessions, on fait des sondages et c'est ce que les étudiants nous ramènent le plus. C'est ce qu'ils ont préféré à Trois-Pistoles. Oui, les paysages, le fleuve, mais c'est le lien qu'ils tissent avec leur famille hôtesse à leur contact. L'engagement qu'ils ont, c'est une présence continue. Je ne parle pas d'une présence de toute la journée, mais c'est tout au long de la session que les gens doivent être présents à la maison parce que les étudiants sont là le matin ou sont là le soir. Parfois, on a des familles qui travaillent, puis que le matin, qu'ils leur disent les choses sont là pour déjeuner, que les étudiants se font à déjeuner, mais que le soir, quand les étudiants reviennent de leur activité, ils sont à la maison. Ils peuvent jaser avec eux pour voir. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est la présence des familles hôtesses. Il y a aussi d'être ouvert. Une responsabilité des familles hôtesses, c'est d'être ouvert. Mais la plupart des familles hôtesses sont heureux de recevoir et puis sont ouverts d'esprit. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexe sont prêts à accueillir. Fait que ça, c'est important aussi pour nous. Maintenant, les gens qui offrent le coucher offrent automatiquement le déjeuner, à quelques exceptions près. C'est plus facile pour les étudiants parce que souvent, les étudiants étaient dans leur famille hôtesse, partaient pour aller déjeuner à un autre endroit, après s'en venaient ici. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que maintenant, on demande aux gens d'offrir le déjeuner. On offre aussi le choix de seulement offrir des repas. On a des familles qui offrent juste des repas, qui n'offrent pas l'hébergement. Alors, qui offrent le dîner, le souper, soit pour les adultes, soit pour les groupes de 5 semaines. J'ai des familles qui offrent, eux, le déjeuner couché, déjeuner, dîner, souper, coucher à leurs étudiants qui rajoutent 2-3 étudiants de plus pour les repas. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, on va vraiment avec ce que vous nous donnez. Et puis, on essaie de s'ajuster. Moi, l'année passée, je vous ai souvent dit que je n'étais pas pire au Tetris. Alors, de tout placer les cartes, les bonnes personnes, ça a bien été. Alors, c'est vraiment... Je commence à travailler par ce que vous me donnez. Avec la COVID, on a
perdu des familles, qui ont passé à autre chose. On a aussi des gens qui ont vieilli et puis qui ont vendu leur maison, qui sont rendus en résidence de personnes âgées. Alors, c'est très important. Pour ça qu'on commence plus tôt cette année, il faut vraiment aller recruter des nouvelles familles pour être avec nous. Parce que on n'a malheureusement pas de résidence, nous, ici, à Trois-Pistoles, ce qu'ils ont à Chicoutimi ou à Montréal-Laval, qui a milieu familial et résidence. Nous, c'est vraiment milieu familial. Et puis, on aimerait pouvoir revenir au niveau qu'on avait par le passé, d'à peu près 175 à 200 étudiants par session. Alors, pour ce niveau-là, il faut être capable d'aller chercher au moins une 50aine à 75 familles hôtesses pour pouvoir offrir le service qui donne une belle vitalité à la ville de Trois-Pistoles. On se souvient tout d'avant la COVID, lorsqu'on voyait les cohortes d'étudiants arriver dans nos rues, dans nos restaurants, nos activités. Ça amène quelque chose de plus à Trois-Pistoles. Alors, on le souhaite de pouvoir vraiment aller chercher les gens qui vont vouloir s'impliquer parce que c'est quelque chose qu'on fait pour notre région, pour nous. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait en se disant, bien, je vais faire de l'argent en faisant ça. C'est vraiment de le faire pour notre communauté. Ça apporte, c'est des touristes qui sont ici pendant 1, 2, 4, 5 semaines, alors qui dépensent ici pendant tout ce temps-là. Alors, c'est important. Puis, les familles hôtesses, bien, c'est d'offrir le temps qu'eux sont prêts à offrir. On offre de 1 à 5 semaines à 11 semaines. Alors, si quelqu'un me dit, bien, moi, je suis prête je peux t'offrir un 11 jours, 2 semaines, parfait, je vais prendre ça. On n'est pas obligé d'arriver puis dire, bien, moi, je vais commencer, puis il faut que j'aille jusqu'au mois d'août. Non, on prend ce que les gens nous offrent et à partir de là, bien, on fait des jumelages. Puis, on est ouvert à ce que les gens n'aient pas une disponibilité à temps plein. Alors, et puis, on a plusieurs modules. On demande aux gens d'offrir le déjeuner, le coucher ensemble. Mais on a des familles qui offrent juste les dîners, soupers, qui n'offrent aucun hébergement. Alors, vraiment, il y a plusieurs formules qui peuvent être faites pour être avec nous, pour être dans notre groupe de réseau des familles hôtesses. En fait, c'est une histoire où c'était vraiment une vision d'un ancien recteur de l'Université Western qui avait vécu une expérience d'apprentissage de langue. Alors, là, bien évidemment, on l'a dit, c'est plus de 90 ans, mais c'était un peu la vision de faire vivre des anglophones canadiens une vraie immersion. Et ils ont fait des recherches, ils ont tombé sur Trois-Pistoles après beaucoup de recherches. Et là, on est là, 91 ans plus tard, à continuer à faire la collaboration avec la communauté. Et 90 ans plus tard, est-ce que la mentalité, la façon de travailler avec les étudiants est différente ou c'est vraiment resté comme fondamental? Je pense on reste fidèle, on essaie de rester fidèle à ce qui est l'expérience des étudiants, l'expérience pour les familles, mais on s'ajuste au temps également. Il y a des choses qui évoluent, il y a des demandes, la réalité, ça change de jour à jour, on essaie de s'adapter à ça, mais on essaie toujours de rester fidèle au fait qu'est-ce qu'on veut quand les étudiants viennent et quand ils quittent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils partir avec. Alors, il y a des principes qu'on parle, on cherche l'ouverture d'esprit pour qu'ils tentent une expérience, pour que ça soit une vraie découverte culturelle, pour connaître le milieu. Ce principe-là, ça reste pareil. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on ouvre les portes tous les jours pour leur permettre de le faire et les accompagner dans l'aventure? C'est sûr et certain qu'on s'adapte à la nouvelle technologie, à la nouvelle façon de faire également. OK. Après 2 ans de pandémie, l'école revient enfin sous sa vraie forme. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement par rapport à ça, là, l'engagement et le travail qui est à faire en amont là, de tout ça? Là? Oui, je pense en fait je pense que l'année dernière on était revenu, on voulait revenir en présence tout avec les mesures sanitaires qui étaient alors c'était pas avec les nombres de cohortes qu'on voit d'habitude. Cette année, en 2023, notre ambition, c'est d'avoir des cohortes qui ressemblent au nombre d'étudiants qu'on avait
dans le passé. Et c'est que ça prend vraiment, c'est également, on est là engagés à être prêts à travailler avec les familles, la communauté également. On a de belles collaborations avec la ville, des MRC, des partenaires de la communauté qui nous ont soutenus pendant les temps de pandémie aussi. Mais ça prend également un engagement de la part de la population. On a besoin de familles hôtesses. C'est très important. C'est une partie intégrale, primordiale. C'est une raison qui fait venir et revenir nos participants parce qu'ils tissent des liens avec la population et ils savent que c'est une expérience qu'ils peuvent vivre, qui ajoute, qui donne des éléments supplémentaires à leur expérience. C'est pas juste ce qu'on apprend dans la salle. Et sinon, si un professeur qui veut le dire, je suis attachée à l'enseignement, c'est important, mais ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Ils découvrent qu'est-ce que ça donne de vivre dans une famille québécoise. Ils apprennent des choses de leur famille. Et alors, c'est un engagement que nous, on aimerait revenir. C'est l'ambition et le défi qu'on se lance, mais on a besoin des membres de communauté également de s'engager, de devenir famille s'ils n'ont pas tenté l'expérience. On est au bout de fil. Passez un coup de fil, on va en parler, voir quelle est l'expérience, est-ce que ça pourrait vous tenter. Et aux familles qui ont, parce qu'il y avait aussi des familles qui voulaient prendre une pause, ça se comprend. On n'avait pas vu nos familles qui, pendant des années, qui voulaient prendre une pause, qui avaient des visites. Ça les tente de revenir. On les attend. Hein. Alors, c'est un engagement de deux côtés. Vous avez soulevé durant la soirée, vers la fin, la responsabilité des étudiants envers leur famille hôtesse. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, alors, une des choses qu'on mentionne aux étudiants, on dit, vous avez fait une première étape. Vous êtes là, vous avez dit, je vais aller pour vivre notre culture. On leur demande leur engagement de rester fidèle à ça. Vous allez rencontrer des moments où vous n'êtes pas dans le familier. Vous êtes venus chercher ça, y compris avec les familles. Alors, il y a de tenter de nouvelles expériences avec les familles et comprendre que vous vivez chez quelqu'un d'autre. Les règles de base sont différentes. Chaque famille, c'est chez eux. Vous habitez chez eux. Ils sont là pour vous accompagner dans cette aventure, mais ça passe en première place par un respect mutuel et une ouverture d'esprit. Et on demande également aux étudiants de respecter ces engagements parce qu'il faut que l'expérience, pour que ce soit une vraie réussite, il faut que ça se passe dans le respect et que ça soit une expérience qui est agréable pour les étudiants et pour les familles. Et en contrepartie, les familles hôtesses également doivent mettre leurs règles, doivent montrer aux étudiants qu'est-ce qu'il y en est chez eux. Et s'il y a des problèmes, vous contactez. Absolument. On est là comme ressources. Il y a des règles de base qui s'imposent. Une fois, il dit aux étudiants, voici ce qui se passe, voici les attentes. C'est un document qu'on remet aux étudiants. Et c'est quelque chose qu'on révise en fonction de consultations avec les familles. Ça, c'est un peu, je dirais, c'est un peu de sens commun, des choses qu'on fait comme des petits rappels aux étudiants qui parfois n'ont pas d'expérience de vivre chez quelqu'un d'autre. On en a des étudiants, c'est la première fois qu'ils quittent chez leurs parents, c'est la première fois qu'ils sont chez quelqu'un d'autre. Ou peut-être des étudiants universitaires, ils habitaient dans une résidence. Ils ne pensent pas deux fois avant de prendre leur douche à 2 heures du matin. Alors parfois, c'est comme, on parle de règles de base, des sens communs, ça qu'on fait, ça n'empêche pas de dire chez chaque personne, ça varie aussi. Il y a certaines choses qui correspondent à la réalité de chaque famille. Alors, on demande aux familles et on les soutient dans ce sens. C'est à vous d'établir ces règles, d'en parler aux étudiants. Et nous, on est là comme une ressource pour les appuyer. Alors, on est là tout au long de la session. Si vous avez besoin de soutien, s'il y a des échanges qui doivent le faire, on est là pour soutenir les familles. Pour le moment, la plupart des gens ont reçu la carte qui a été par la poste. On y retrouve mon adresse courriel accueil 3P. Alors, les gens peuvent communiquer avec moi le jour, sans problème, ou la fin de semaine. Parfois, les gens travaillent par courriel ou par téléphone. On se donne un rendez-vous. On s'ajuste. Je m'ajuste beaucoup aux gens et à leur horaire, leur flexibilité. On continue. On a des familles présentement. On va continuer à aller chercher des familles jusqu'en mars pour savoir. Parce qu'il faut être capable de dire combien d'étudiants qu'on reçoit. Alors, jusqu'à la mi-mars, sans problème. Et puis, après ça, on s'ajuste. Mais je vous dirais quasiment jusqu'à la fin, notre préférence, là, avant la mi-mars, de pouvoir nous dire s'ils sont prêts ou non à accueillir des étudiants. Bonne saison. Merci.
C'est la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié cette émission spéciale École d'immersion française de Trois-Pistoles. Pour les gens qui ne sont pas de Trois-Pistoles, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant de savoir que cette institution-là est bas-laurentienne, pistoloise. Peut-être que vous ne la connaissiez pas et peut-être même que vous ne saviez pas qu'elle fête ses 91 ans cette année. Sur ce, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et pour toute question, commentaire, je vous invite à nous écrire sur tcbh.tv. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.